Jacques van der Biest est né à Etterbeek en 1929, donc vous voyez qu'il n'est pas tout jeune, mais quand on le voit, je peux vous dire, j'ai discuté déjà un petit peu avec lui, c'est bon que j'ai appris, comment dirais-je, son âge à ce moment-là, mais quand on le voit, on le croirait vraiment nettement plus jeune. Et je ne dis pas du tout ça pour le flatter, mais je crois qu'effectivement, que le fait d'avoir beaucoup d'activités maintient en forme, très certainement. Et je peux vous dire qu'il a des rendez-vous du matin au soir, il est occupé 24 heures sur 24. Hein, et quand je suis arrivé chez lui, il y a quelqu'un qui sortait et j'étais à peine sorti que quelqu'un rentrait. Voilà. Alors, Jacques van der Biest a fait des études gréco-latines à Saint-Michel, à Bruxelles. Par la suite, il va faire des études d'ingénieur civil à l'université de Bruxelles. Mais ce qui est plus intéressant dans son parcours, peut-être, c'est que à 15-16 ans, alors qu'il était en poésie, ce qu'on appelle la 5e à l'heure actuelle, il veut travailler de ses mains. Il va partir travailler à Liège et il va vivre ce cycle horaire que les ouvriers connaissent dans l'industrie, par exemple l'industrie automobile, qui est le 3x8. Alors, son père dirigeait une entreprise qui s'appelait ABC. Il s'agissait en fait d'une entreprise qui fabriquait des moteurs diesel pour bateaux et il pensait lui succéder. Cette entreprise se trouvait à Gand. Mais donc, à 16 ans, le jeune Jacques van der Biest décide non pas de couper avec le cordon ombilical, quoique quand même, c'est quand même courageux à 16 ans, à 15-16 ans, de vouloir partir du milieu familial. Et il va travailler à Liège, où il va se frotter au milieu du travail, et il va savoir ce que c'est que travailler de ses mains, travailler durement. Après cela, il fait donc ses études d'ingénieur civil à l'université de Bruxelles, et puis il fait 2 ans de séminaire à Malines. Très rapidement, il est ordonné prêtre, et il va se voir affecté tout de suite comme paroisse, la paroisse des Minimes, donc dans les Marolles à Bruxelles. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent pas plus intéressantes, mais très intéressantes. Il va vivre donc, depuis maintenant, ça fait 65 ans, si je compte bien. Non, j'exagère quand même. 55 ans. 55 ans, donc, dans ce quartier où il va mener de nombreuses actions. Alors, je propose, en fait, d'avoir un entretien autour des thèmes suivants. Peut-être de voir dans un premier temps comment on vit dans les Marolles, au fond, vers 1955-60, qui on y trouve, comment on vit dans ce quartier, d'abord sur le plan purement matériel, qu'est-ce que c'est qu'une structure familiale à l'époque, à combien vit-on, dans une famille, dans quel type d'habitation on vit. Alors j'aimerais bien qu'on voit l'évolution de la population, parce que c'est très intéressant, elle a beaucoup évolué depuis donc 55 ans, cette population des Marolles, et puis j'aimerais bien donc que Jacques van der Biest nous explique quels sont les problèmes concrets qu'il a pu rencontrer sur place, et quelles tentatives de solutions il a tenté d'apporter pour résoudre donc les nombreux problèmes qu'il rencontrait sur place. Donc première question, que rencontrez-vous quand vous arrivez en 1955, on vous affecte donc à cette paroisse, les Marolles, expliquez un petit peu où vous tombez, entre guillemets. Mais, je tombe dans quelque chose qui aujourd'hui n'est pas si commun. On dirait, les journalistes en général parlent de village, mais c'était en effet, les relations étaient telles que
ce qui était vécu dans le quartier était toujours l'affaire de tout le monde. Il n'y avait pas, donc, comme aujourd'hui, l'exaltation de l'individu contre le monde entier, lui le plus beau, le plus grand, etc. Ça n'existait pas. Et on était dans le quartier, il y avait différents clans, le clan de Janssens, etc., le clan de l'Allemand, qui chaque fois comprenait 200 personnes, quelque chose comme ça, comme le nombre de personnes qui vivaient sous la tente d'Agamemnon, dans l'Iliade. C'est ça. Ces mêmes 200 personnes se retrouvent, ça semble être un groupe là, assez cohérent, familial, où on vit un certain nombre de choses, mais je dis, on vivait ça dans le clan, mais aussi dans le quartier. Ne fût-ce que par l'opposition. De temps en temps, en rue, le clan des Allemands, de l'Allemand, pardon. Il n'y avait pas d'Allemand dans le quartier à ce moment-là. Il plut, enfin. Mais le clan de l'Allemand va provoquer le clan de Janssens. Alors commençait une énorme bagarre. Donc la rue de la Prévoyance était noire de monde et tout le monde se tapait dessus. Mais attention, on tapait dessus pas sauvage du tout. Il n'y a jamais personne à l'hôpital, jamais d'objets contondants, comme disent les juges, jamais de... Enfin, bon, quand c'était fini, les femmes se battaient aussi, d'ailleurs, le crépage de chignon, bien connu. Et alors, on terminait tous au café, et on allait boire un verre, et c'était oublié, on laissait ça. Mais en attendant, des liens s'étaient tissés dans un monde qui est en même temps très fraternel, mais dans lequel existent aussi toutes les oppositions possibles et imaginables. Il ne faut pas ignorer ni l'un ni l'autre. Mais on parvenait à la synthèse à ce moment-là, du moins à un petit échelon qui était 200 personnes. Ce qui est déjà pas si mal d'ailleurs, parce que ça vous permet d'avoir des racines un peu de tous les côtés, parce que ces 200 personnes en connaissent chacun 600 autres, etc. Bon, voilà un peu le quartier. On vivait de façon, il faut dire, surtout les personnes âgées avaient très très peu de ressources. La pension était ridicule quand j'étais donc là, quand je suis arrivé. Un pensionné qui avait travaillé toute sa vie, donc un ouvrier non spécialisé, recevait 2000 francs belges par mois. Vous me direz, c'est beaucoup. En tout cas, c'était très peu de ce temps-là, et on arrivait très difficilement. La meilleure chose que j'ai vue, c'est un développement merveilleux le jour où on a voté les pensions. Des pensions convenables pour tout le monde. Ce qu'on a eu donc assez vite. Je pense que ça doit être en 56, 57 que Assil Serbon a décidé donc de mettre ça au programme. C'était le Parti socialiste qui était au pouvoir et ils ont fait beaucoup de bien grâce à ça. C'était la partie de la population qui était, disons, vraiment dans la difficulté. Vraiment, parce que de ce temps-là, on avait des grandes familles. Donc, j'ai connu dans le quartier une famille de 24 enfants, une autre de 22, d'autres, plusieurs alors de 16, 18, et le minimum, c'était 8 enfants. Donc, enfin, c'était toujours quelque chose comme ça. Donc, il y avait beaucoup de monde dans l'appartement qu'on occupait. Ces appartements étaient, si on propose ça aujourd'hui, un être normalement constitué, il va dire vous vous moquez de moi ou quoi. Mais cet appartement était une grande pièce, enfin grande, une pièce de 25-30 mètres carrés, devant, sur la rue, et alors une petite pièce derrière, plus petite, enfin nettement plus petite, qui était la chambre des parents. Et donc pour la nuit, on disposait
des matelas par terre et tout le monde dormait là, enfin, sous la surveillance de papa et maman, et voilà. Ouais, ouais. Donc... le mètre carré était cher, donc. Oui, oui. Entre guillemets, hein, oui. Oui, mais c'est vrai que le mètre carré était cher et on louait on appelait ça un quartier. C'est ça. Et donc, là se posait un sérieux problème parce que le dit quartier, les maisons étaient très peu entretenues par les propriétaires, ça tout le monde connaît, je crois. Encore aujourd'hui, le proprio ne se préoccupe pas beaucoup du confort de ses locataires, et de sorte que on peut parler de taudis. Oui. Dans le sens physique du mot, quoi. Taudis par surpopulation, déjà, c'est déjà un bon motif, et taudis aussi parce que... Pour l'hygiène parfois, non, les gens se lavaient, hein, donc tous les samedis, on prenait une grande bassine, maman faisait chauffer de l'eau, c'est ça. On remplissait la bassine et maman commençait par laver papa, et puis maman continuait par tous les enfants, les uns après les autres. Il y avait quand même de l'eau courante quand même à l'époque, ou pas? Où il fallait... Oui, il y avait l'eau courante. Il fallait aller à une pompe quelconque. Non, il y avait un robinet dans la cour, au rez-de-chaussée, au minimum. Oui. Mais beaucoup avaient quand même l'eau à l'étage. Il y avait un robinet par palier. C'est ça. De sorte que, enfin, on ne devait pas trop courir pour avoir de l'eau, hein, donc ça allait, ça, oui. Donc voilà, quelques... Et alors, on se chauffait au charbon, j'imagine, à l'époque encore. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. On avait les poêles de Louvain, qui sont faits vraiment pour ce genre de... pour chauffer ce genre d'appartement qu'on appelait quartier. Et alors, je voulais vous demander aussi, question... donc on a parlé de l'eau, on a parlé du chauffage, et je voulais encore vous parler d'autre chose. Oui, par exemple, c'est quelque chose qui est quand même essentiel aussi, on parlait de l'hygiène. Est-ce qu'il y avait quand même des sanitaires pour chaque appartement, ou il y avait simplement un WC dans la cour ou quelque chose? Il y a un WC dans la cour. Un WC dans la cour, c'est ça. Mais ça, évidemment, c'était plutôt un secours, parce que on remplissait le fameux pisspot, c'est ça, qu'on vidait d'ailleurs le matin par la fenêtre, de sorte qu'il fallait voir où on... Avec des familles aussi nombreuses, c'était rempli, évidemment. Oui. Et ils avaient des seaux en faïence, en fer étamé, etc. Enfin, c'était bien, mais les gens étaient propres, enfin, sauf les malheureux qui étaient malades, mais je veux dire... Alors là, ça posait beaucoup de problèmes, mais il y avait quand même les sœurs qui étaient là et qui allaient nettoyer tout le monde. Ah oui, c'est ça. Quand il y avait des pannes, on s'organisait quand même, je trouve. Et à l'époque, donc on est encore à l'époque du plein emploi alors. Donc il n'y a pas comme à l'heure actuelle un pourcentage. Non, tout le monde partait au boulot. Voilà, tous les hommes en tout cas. Les hommes à 14 ans étaient au boulot, hein, donc petit boulot pour commencer, et puis c'était parti. Est-ce qu'il y en avait un certain nombre qui travaillaient dans le quartier, ou bien ils partaient travailler à l'usine ailleurs? Comment ça se passait? Oui, c'est plutôt... chez des artisans, des petites fabriques. Il y en avait qui travaillaient. Dans le quartier, il y avait du travail. Il y avait du travail dans le quartier. Mais surtout pour des artisans. C'est ça. Qui alors prenaient un knoop, un jeune, pour le former plus ou moins s'il y avait moyen, ou en tout cas pour l'aider. Et ça se passait bien, ce type de formation convient très bien pour les milieux difficiles, parce que un lien se crée entre l'artisan et ses apprentis, et donc quand ils ont l'envie de lâcher,
ils ne sont pas gênés de le dire et qu'ils en ont marre et qu'ils emmerdent tout le monde et que ça ne va pas comme ça. Et alors on commençait la discussion, quoi. C'est ça. Et les femmes, vu leur nombre d'enfants, elles s'occupent des enfants, j'imagine. Oui, les femmes étaient presque toutes, oui, mais quand même, même quand j'ai très bien connu une veuve avec 4 enfants, qui travaillait. La plus petite avait, je sais pas moi, 1 an. Oui. Et elle allait tous les matins travailler avant que les enfants ne se lèvent. Ah, oh là là. Donc à 5 heures du mat, elle était partie jusqu'à 7 heures. Oui. Elle rentrait dans son quartier. Oui. Et là, elle lavait, débarbouillait les enfants, les habillait. Et puis, eux partaient à l'école. Elle vaquait aux problèmes au ménage. Donc, ça prenait beaucoup plus de temps de ce temps-là, hein, puisqu'il fallait faire du feu, etc. Donc, et alors, comment dirais-je, la population, ce sont essentiellement des Belges à l'époque? Oui, l'énorme majorité sont des Belges. Oui, sont des Belges c'est ça. Qui viennent de partout, hein, aussi bien des Flamands que des Wallons, enfin tout ce que vous voulez, hein. Et alors, avant de parler des actions que vous avez menées suite aux problèmes rencontrés sur place, j'aimerais bien qu'on brosse peut-être une évolution des manières de vivre et d'évolution de la population jusqu'à notre époque. Et puis alors, on va reprendre peut-être concrètement ce qui a été fait dans le quartier par vous et les gens avec lesquels vous avez travaillé depuis une bonne 50aine d'années. Donc, alors comment la population évolue-t-elle alors dans les années 60, 70, 80 et 90 et même jusqu'à l'heure actuelle, quoi. Comment évolue-t-elle? Je dirais sociologiquement, leurs origines, le mode de vie. Bon, il y a le chômage aussi et tous ces machins-là. Comment tout ça évolue depuis une 50aine d'années? Bien, donc ce qui est le changement, c'est que dans les années 50 arrivent en Belgique des Italiens appelés pour travailler dans la mine. Que quelques Italiens viennent s'établir dans notre quartier, pas tellement au début, et puis un peu plus, etc., parce qu'ils se sentent évidemment très à l'aise chez eux, je dirais. Les Italiens, au bout de 8 jours, parlent français et de plus, ils mangent un peu comme nous, et c'est tout ça. Là, il n'y a pas d'assimilation, ça se fait tout seul. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Sauf qu'ils ont leurs habitudes. Par exemple, ils aiment de chanter. Ce qui est très agréable pour tout le monde. Et alors, par exemple, nous avons encore aujourd'hui une chorale italienne dans notre quartier, composée à moitié de Belges et à moitié d'Italiens. Mais ça reste une chorale italienne. Et est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas, mais déjà dans les années 50 ou 60 aussi des Espagnols et des Portugais ou pas? Oui, mais donc j'allais vous le dire, en 60, les Espagnols arrivent alors, en masse, appelés par le gouvernement belge d'ailleurs. Hein. Et donc ces types, alors là, il faut dire, autant les Italiens sont discrets, autant les Espagnols, eux, par contre, ils vivent en rue, ils parlent très fort, ils cuisinent à l'huile, ce qui fait des fumées épouvantables, et ils mangent des choses que nous ne connaissions pas à ce moment-là. Donc, au début, donc, on les regarde de travers, et même très fort de travers, à tel point que je me suis dit, il faut faire quelque chose, et donc on a rassemblé tous les Espagnols qui voulaient venir, dans une association, une ASBL, espagnole, donc la Sociedad Hispano-Belga de Ayuda Mutua, dans lequel il y avait, au conseil d'administration, quelques Belges et quelques Espagnols, et on a travaillé ensemble pour rencontrer tous les problèmes et petit à petit aplanir et leur expliquer que la margarine c'était bien aussi. C'est ça. Moins bien que l'huile, mais quand même, c'était pas si mal que ça, etc. Donc ça sont les Espagnols, l'époque espagnole. En 70,
toujours appel à la main-d'œuvre. Oui. On échange de la main-d'œuvre marocaine contre des locomotives. Hein. Donc, nous fournissions les locomotives et eux envoyaient des travailleurs. Alors là, c'est évidemment la distance culturelle est encore plus grande puisque ce sont des Africains et ils ont des habitudes, etc. Et ils ont une autre religion. C'est ça. Ça, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, comme s'en aperçoivent nos célèbres dirigeants mondiaux. Donc, tout à coup, ils découvrent que c'est une réalité. Il y a quand même une affaire de 600 millions de musulmans sur la Terre. Hein, donc, et c'est une religion. Ils sont 1 milliard maintenant. Ah bon, moi je suis toujours un peu en retard avec les chiffres. Parce qu'il y en a déjà 200 millions en Indonésie. Ah oui, mais ça c'est le plus grand pays musulman du monde. Hein. Donc, bon. Oui, mais donc, enfin, ils sont nombreux, et ils ont des traits culturels qui sont très différents des nôtres et des valeurs, quand même, des valeurs accessoires, je veux bien. Les valeurs fondamentales sont les mêmes pour tous les croyants, en tout cas. Hein. Il y a un seul Dieu, tous les hommes sont frères, et nous devons nous entraider. Et ça, c'est quelque chose qui est écrit dans le Coran, dans la Bible, qui est écrit donc pour tout le monde. Ça, c'est tous les hommes. Mais n'empêche que ça posait des problèmes dès le départ. Et là aussi, j'ai reçu, le bon Dieu m'a envoyé 2 religieuses pour s'occuper des femmes arabes, parce que je trouvais misérable qu'elles restaient cloîtrées chez elles, elles ne pouvaient pas sortir, puisque dans la rue il y avait des hommes et qu'on ne les connaissait pas. Donc quand on connaît, ça n'a pas d'importance, mais quand on ne le connaît pas, ça peut être une menace pour la famille. Et donc ces sœurs se sont employées à faire sortir, puisque elles étaient religieuses, ce qui est positif pour un musulman. Religieuses chrétiennes peut-être, mais elles y savaient sérieux donc. Et elles étaient âgées, elles étaient pensionnées, donc c'était des personnes plus âgées, ce qui pour eux est aussi une valeur. Et elles rassemblaient alors les femmes, on faisait des cours de français, on faisait des cours de tout. On allait avec elles au supermarché pour leur dire il vaut mieux éviter d'acheter des raisins au mois de janvier parce que ils sont très très chers si vous aimez les raisins, etc. Bon, des tas de choses comme ça qui passaient dans ce groupe qu'on appelle le Caria, qui a 2 maisons, rue Haute, une maison pour les enfants, une maison pour les femmes. Et ainsi, nous n'avons jamais eu le phénomène qu'on connaît à Bruxelles, à Molenbeek, qu'on connaît autour de la gare du Midi. Là c'est vraiment très difficile. Hein. Donc, ça c'est très difficile. C'est pas que les types ils soient plus difficiles que dans les Marolles, mais dans les Marolles, le processus, si vous voulez, est beaucoup plus fraternel. Ce n'est pas le bourgmestre qui planifie les choses. Le bourgmestre vient à la fête des Arabes aussi, bien sûr. Mais donc, on tâche de se situer sur un plan où tous les hommes se rencontrent et sur lequel nous sommes tous d'accord. Et donc... mais il reste pas moins qu'il faut du temps pour s'habituer. Chez nous, c'est tout des Marocains, donc ça c'est un avantage, je veux dire. C'est pas mélangé. Il n'y a pas de Turcs, par exemple, parce que je crois les Turcs c'est un autre problème encore. Mais ça, on peut dire de tous les pays. Donc ce sont. Donc là, alors maintenant, dans les années 90. Ce sont surtout des Noirs, des familles noires qui viennent s'établir dans le quartier. Donc ce qui est constant, c'est que le quartier est un quartier où la majorité sont des personnes exclues, maudites, puisque c'est le titre de l'émission. En quelque sorte. C'est l'édition maudit signifie dont on dit du mal. Exactement, Et tout à fait.
on dit toujours du mal, et d'ailleurs encore aujourd'hui, bien entendu, Oui, oui. tous ces bougnoules, etc. Oui, oui, Enfin, oui. vous connaissez le truc. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, le rouleau compresseur de la société de consommation bureaucratique, Oui. ce rouleau compresseur énorme qui passe par tous des canaux, Ouais, la ouais. télévision, la radio, etc., C'est ça. tout ça est en fond, fait en sorte qu'il n'y a guère de problème, pour moi en tout cas, Oui. entre les Noirs et les Blancs, et les Marocains, Oui, oui. et les Espagnols, etc. C'est le même problème partout. Au fond, une petite précision. La- quelle, est, quelle est la proportion, au fond, de Belges encore, mais je parle quand je dis de Belges, entendons-nous bien, parce que, bon, heureusement, d'ailleurs, beaucoup d'étrangers ont été naturalisés depuis lors, mais d'origine belge par rapport à la population de ce quartier maintenant, par rapport à ce que vous avez connu, puisque quand vous êtes arrivé vers 55-60, c'était, si j'ai bien compris, au moins 90% de Belges, quelque chose comme ça. Oui, hein, oui, voilà. oui. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un sentiment, est-ce que vraiment les Belges, enfin d'origine je dis bien, sont bien intégrés ou bien par moment non mais Intégrés. parce qu'on peut inverser la donnée maintenant. Oui, Et oui. quelle est la proportion d'étrangers récents ou plus ou moins récents des 30 dernières années, je dirais, pour savoir un petit peu la proportion, mais ça c'est à titre indicatif hein, que je voudrais savoir ça. Oui, oui, mais j'ai pas pensé. Non, mais en ordre de grandeur, ce serait... Pour ma part, ce que je sais, Oui, c'est que un ordre de grandeur, 50% de la population a moins de 20 ans. à moins Ça, de c'est 20 ans. magnifique, ça. Hein. Ah Donc, oui, tout à donc fait. le tournus du quartier, Oui, oui, c'est quand ça. je suis venu, 50% de la population avait plus de 65 ans. Hein. Ouf, oui, Donc, c'est ça. là, c'était donc... les jeunes étaient regardés comme des troubles, enfin, Fait, quoi, oui. enfin, plus ou moins mal vus. Oui, oui, c'est Et ça. c'était d'ailleurs toujours des voyous, entre Oui, oui, guillemets. bien sûr, bien D'après sûr. les vieux, ce sont tous Oui, des oui. voyous, hein, Oui, oui. donc ils ne pensent oui, qu'à oui, ça, etc. Bon, on connaît oui. le refrain, Oui. puisque ça continue impeccablement maintenant. Donc, Oui, oui. mais cette opposition, aujourd'hui, les jeunes sont très nombreux. Oui, Et du moins, moi je trouve la constante, ça a été la montée de la normalisation, oui, les normes. Aussi bien à l'école que dans la rue, que à la maison, Oui. dans les loisirs, etc. C'est la normalité qui compte. C'est-à-dire Ah que ouais. Être on comme tout le va monde, quoi. à la mer. oui. Il faut Je être comme prends tout un le monde. exemple. Ouais, c'est ça. Oui, On va à la mer à Ostende. Bon, on va à Ostende. Moi, je me dis, on va aller nager dans l'eau de la mer. Jamais. Les types vont donc il y a une magnifique piscine à Ostende, et les types vont dans la piscine, ah oui. dans lequel il y a de l'eau de mer, je veux bien. C'est ça. Mais donc, non, vous vous rendez pas compte, Oui. donc ce qui m'amusait à moi, Oui, oui. et à mes copains, on courait dans la boue, etc. Enfin, Oui, oui. j'ai eu des enfants. Je vous raconte Oui, oui. un petit truc, un petit typique. Il y a donc à peu près 20 ans, j'ai toujours enseigné le catéchisme, donc j'avais les types bruts de décoffrage, je dirais, avec moi, et je les aimais beaucoup, et je pense qu'on s'entendait fort bien. Mais donc, je pars en retraite pour la communion solennelle. Oui. Et je vais au monastère là, à côté de Louvain-la-Neuve, chez les bénédictins. Ils ont un très très beau petit Oui, oui, couvent oui, là. oui, oui. Et je ne tombe plus sur le nom, mais Pas ça Landel c'est... Non, non, C'est pas ça, non. non, Ou non, Landorp. non, Non, ah non, parce que je me souviens. Non, pas ça. Non, c'est du côté francophone. Ah oui, hein. d'accord, oui, oui. Juste à côté du bois de Lozelle, enfin, Ah ouais. le monastère est dans le bois de Lozelle. Genkin Non, Non, ça Non, non. c'est trop loin. c'est ça. trop loin. Ça, Non, oui. c'est juste à côté de Louvain-la-Neuve. Ah oui, ok, ça va. Ce sont des pères bénédictins, Oui. et les pères bénédictins
donc, on est mêlés, ils nous intègrent, hein, donc on va s'asseoir où on veut, à côté d'un père, etc. Bon. Donc disons qu'il y a une vingtaine de pères et nous sommes une dizaine de jeunes, d'enfants, peut-être un peu plus, une quinzaine. Alors, les types rentrent dans le réfectoire, on débarque des voitures, et je leur dis, maintenant c'est l'heure parce que les pères mangent assez tôt, à 7 heures, et donc il faut être là. Et je leur dis, venez tout de suite, après on déchargera les voitures. Et ils rentrent dans le réfectoire en gueulant, etc. Je dis, bon, il faut se taire maintenant. Les pères viennent les uns après les autres, comme ça, très calmes, et viennent s'installer et restent debout derrière leur chaise, comme on fait. Bon, puisqu'on est nombreux, il faut un peu de discipline. Ils regardent tous. Je leur dis, vous regardez et après on discutera. Ils regardent et puis à un moment donné, donc commence la lecture. On passe les plats, etc. Et je vois mes types emprunter, ne sachant pas trop quoi faire, etc. Bon. Et après, je leur dis, bon, maintenant, on décharge les voitures et puis on va se promener. On va se promener, bon. C'était la première fois que ces types mangeaient à table. Mais je dis, c'est pas possible, à la maison, vous avez une table. Ah oui, mais moi, je mange, quand je rentre de l'école, j'ai faim, je vais dans le frigo et je mange dans le frigo, quoi. Je mange, tu manges tout seul? Ah oui, je mange tout seul. Donc ces enfants, ces 12-15 enfants, cet échantillon-là, ne savaient pas ce que c'est que manger avec d'autres personnes différentes d'eux. Voilà. Au maximum, les enfants se mettaient à table, maman servait, ensuite il fallait liquider la table, et papa venait manger, et maman servait papa. Ça, c'était l'attitude quand je suis venu, en 55. Et maintenant, évidemment, ces enfants, donc, cette habitude de la maman fort esclave, malgré tout, de tous, c'était vraiment... Parce que la tâche de ménagère, c'est vraiment lourd, hein. Donc, les types qui rigolent, bon, il faut les envoyer pour garder des mioches et ils sauront ce que c'est. C'est ça. Et donc, mais ils n'avaient jamais mangé à table avec leurs parents. Une autre chose, il se met à pleuvoir là-bas, et je leur dis, venez, on va se balader. Les types sortent en chemise. Je leur dis, oui, mais écoutez, il pleut. Oui, alors, je dis, vous n'avez pas un impair? Je vous avais dit de prendre un impair et des bottes. Vous avez des bottes? Bon, aucun n'avait amené des bottes. Aucun n'avait un impair. Je dis, bon, eh ben, alors on va se promener. On est parti dans la forêt, mais dans la forêt, il n'y a pas d'éclairage public, hein. Il faisait noir comme dans le trou de balle d'un nègre, si vous permettez. Et donc, les types, mais ils se demandaient où ils étaient. De leur vie, ils n'avaient jamais marché dans la boue, sous la pluie, connaissaient pas. C'est ça. La forêt connaissait pas, tout simplement. On est rentré là, et j'ai dit, et maintenant, qui est malade? Qui va devenir malade? Si vous ne vous chauffez pas, enfin, donc ils se sont chauffés. Heureusement, les pères sont toujours là pour veiller sur nous. Et donc, ils nous ont donné des bottes, ils nous ont donné tout ce qui était utile pour la fois suivante. Mais c'est vous dire que l'expérience qu'ils ont est une expérience typiquement urbaine, mais que la lutte pour la vie qui commence par se protéger, par savoir faire du feu. La base de tout, c'est de faire du feu. Si tu ne sais pas faire du feu, tu ne sais pas vivre. Bien donc, tout ça, ils ignorent. Hein. Ils ignoraient, enfin, en tout cas. Et je crains que ce soit encore aujourd'hui la même chose. Ils n'ont pas l'occasion. Ils sont plantés devant la télévision. Et pour eux, la télévision, c'est la vérité d'abord. C'est la réalité. Je me souviens au catéchisme... J'explique quelque chose aux enfants, je ne sais plus ce que c'était, et je leur dis, et donc, vous avez compris,
Oui, moi j'ai compris, me dit le type, un type au premier rang. Il dit, moi j'ai compris, mais hier je suis descendu l'Orénoque en pirogue. Il est descendu l'Orénoque. Oui, dit-il. Il explique donc à tout le monde qu'il est descendu l'Orénoque en pirogue. Je dis, tu sais où c'est l'Orénoque? Non, me dit-il, non. Je dis, c'est à 20 000 kilomètres d'ici, c'est de l'autre côté de la Terre. Hein, c'est... Ah bon, dit-il, mais pas du tout ému, hein? Du tout ému, hein? Non. Et donc, pour lui, c'était la réalité. Et je me suis souvenu de Platon dans la République. La première chose qu'il enseigne, la première note qu'il donne, c'est le mythe de la caverne. Et donc, nous vivons sous le mythe, le règne absolu du mythe de la caverne, où on prend ce qu'on nous montre pour être la réalité et la vérité. Alors que ce sont des menteurs. Je prends un exemple typique à propos du pape. Parce que ça, j'ai été vraiment furieux. Ouais. J'ai un ami qui accompagnait le pape dans l'avion quand il est arrivé au Cameroun à Yaoundé. Et il avait dans l'appareil, il avait tenu un speech et évidemment les journalistes ne s'intéressent qu'en dessous de la ceinture, en demandant au pape, et qu'est-ce que vous pensez du préservatif? Et le pape avait écrit, il avait un texte écrit, heureusement pour nous, un texte écrit dans lequel il disait, s'il n'y a pas d'autre moyen, si votre conscience vous indique que pour sauver ou garder votre femme, il faut absolument employer le préservatif, employez-le, quoi. Bon, donc ça, c'est ce qu'il disait. C'est devenu, à la RTBF, interdiction du préservatif. Or, mon ami était à Yaoundé et il m'a envoyé un fax pour me donner le texte du pape. Moi, j'ai lu ce texte et puis j'ai écouté la RTBF. Je me suis dit, ça c'est vraiment un mensonge éhonté. Et récemment, il y a eu la Love Parade, là, 21 morts à Duisburg en Allemagne. Tout à fait, c'est tout de même un événement majeur. Et il montre la commémoraison de la Love Parade dans le stade de football. Il y avait un prêtre et un pasteur, une immense croix qui faisait 15 mètres sur 8, un truc pareil, et des policiers au bout de chaque rangée, et pas un chat. Il n'y avait pas un seul assistant, pas une seule personne à cette commémoraison-là. Bon, moi je me dis, ça c'est pas possible, ça. C'est vraiment... Alors c'est qu'il y a à Duisburg... Or je connais Duisburg, il se fait que je connais Duisburg. Mon père était en relation d'affaires en Allemagne, donc j'accompagnais toujours mon père. Je peux dire que je connaissais Duisburg. Je savais qu'il y avait des catholiques et des protestants, comme partout en Allemagne, quoi. Et donc je me suis mis à creuser l'affaire. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il montre ça? Alors, j'ai rencontré une Allemande, et j'ai demandé à cette personne, téléphoner un peu, parce que je ne parle plus allemand, avant je parlais allemand, maintenant j'ai perdu ça, mais demander à l'administration communale de Duisburg ce qui en est, et citer cette affaire. Et j'ai donc appris que c'est le bourgmestre qui ne voulait plus qu'on passe dans ce tunnel, qui avait dépêché la police pour empêcher qui que ce soit de participer à cette célébration. Interdit, absolument, mais ils avaient organisé à la Salvator Kirche, qui était une église qui a été bombardée et reconstruite. Là se trouvait le président de l'Allemagne, Angela Merkel, toutes les autorités, etc., et une foule innombrable de gens, y compris dehors. Mais ça, la RTBF n'a pas montré. Donc la commémoration... Non mais écoutez, ces types ont un culot monstre. Hein. Donc il faudrait vérifier chacune de leurs infos. Mais ça, qui sait faire ça? Personne, hein. J'aimerais bien maintenant vous interroger sur les
les solutions que vous avez tenté, avec d'autres je suppose aussi, d'apporter aux problèmes à la fois concrets et j'imagine aussi spirituels, puisque vous êtes prêtre et j'imagine que dans votre projet de vie et projet de société, les deux sont liés. Ce serait peut-être intéressant de nous dire un petit peu, au fond, quand vous êtes arrivé sur place en 1955 et quand vous avez vécu depuis 50 ans dans ce quartier, vous avez rencontré des êtres humains, bien entendu, et quand je vous ai interrogé la semaine passée, vous m'avez dit que un être humain se caractérise avant tout par l'échange et par le désir de rencontrer l'autre, et que vous, en tant que prêtre, c'était même l'autre avec un grand A qui se trouvait derrière l'autre, l'autre avec le petit A. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un petit peu cela, et puis alors déboucher sur la question que je vous posais avant, c'est-à-dire les actions concrètes, et ce qui s'insère, j'imagine, également dans un projet d'ordre spirituel. Enfin, mais ça, c'est à vous de préciser la chose. Oui. Mais écoutez, donc, je pense que c'est très très important. Si nous existons, c'est pas parce que nous avons décidé d'exister, que je sache. Ou bien alors on tombe dans Brave New World de Huxley avec les alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et autres zeta. Mais jusqu'ici, c'est pas le cas. Et même dans ce cas-là, on est alors les manipulés par des gars qui ont décidé de faire des êtres humains bis, des clones, Dolly et compagnie. Bon, mais on vient d'un père et d'une mère, de la rencontre de deux personnes, et je pense que ça c'est vraiment un truc fondamental et qui est mis dès le départ dans nos gènes. C'est ce souci de l'autre, ou ce souci, peu importe, souci dans le sens négatif ou positif, mais on ne peut pas vivre sans être avec quelqu'un. Et par ce fait qu'on est avec, on est donné à soi-même alors. Chacun peut exister puisqu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que je suis. Ce n'est pas en se regardant dans la glace en disant je suis le plus beau, ou je vaux bien ça, comme L'Oréal et quelques autres, enfin, parce que tout ça se rejoint, ou exaltant l'individualisme, disant surtout au type ne va pas te renseigner si mon produit est meilleur ou s'il est plus cher ou moins cher qu'ailleurs. Non, concentre-toi, tu sors de chez toi, tu vas acheter le produit X, Y, Z, frolique, parce que ton chien en a grand besoin. Bon. Je pense donc on est créé, on se crée mutuellement. Moi, si je parle et que personne ne m'écoute, je suis fou alors. Donc, oui. Donc, un locuteur suppose un auditeur. S'il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de locuteur. Donc, c'est très clair. Oui, je dirais à l'église, c'est la même chose. J'ai devant moi une centaine de personnes. Je suis attentivement ce groupe, tout le temps. Et c'est lui, ce groupe, qui me pousse spirituellement et même, je dirais, psychologiquement, me pousse à dire ce que je dis. J'essaye d'extraire ce que je comprends et de le dire, mais je ne le dirais pas si eux dormaient. Vous voyez, donc quand je vois que la majorité commence à incliner la tête et à déraper, je change de sujet ou je m'arrête. Donc on est vraiment tenu la tête hors de l'eau par les autres. Et donc c'est ça qu'il faut viser en tout cas. Comme le disait Platon, je m'excuse de citer des vieux trucs comme ça, mais ce sont des trucs éternels. Au moment où débute la démocratie, qu'est-ce que c'est que la
kratos, c'est le pouvoir au démos. Qu'est-ce que c'était le démos? C'était les types qui n'étaient pas d'une génos, d'une gens, d'un groupe, d'un clan déterminé, et qui se situaient entre les clans, et notamment c'était tous les techniciens, les menuisiers, les charpentiers, les marbriers, etc. Donc tout ça, le démos au pouvoir. Donc Platon a bien observé ça, et il a parlé de la ville comme étant xinoikia, une maison, une famille avec une autre famille. Xun, cum. Donc c'est la communauté. Et si on veut vivre en ville, et je trouve que c'est la qualité que nous avons à Bruxelles, en tout cas que je peux percevoir, c'est qu'il y a ce souci diffus, je ne dis pas que c'est explicite, mais les gens veulent vivre avec d'autres. Sinon, ça c'est le bourgeois, il va s'installer à la campagne pour pouvoir tondre son green une fois par semaine, et il est là, caché derrière des haies et compagnie, dans sa petite villa. Et il exige en plus du pouvoir d'avoir évidemment tout le confort qu'on a en ville. Il faut lui amener l'électricité, l'eau, le gaz, etc., le téléphone. Bon. L'homme urbain est celui qui est content d'être dans la foule. Heidegger écrivait ses traités, paraît-il, dans la gare de Tempelhof à Berlin. Les foules de gens, les trains partaient tout le temps, puisque c'est une gare locale, si vous voulez. C'était une petite gare comme la quartier Léopold, quoi, pour les types qui habitaient les environs. Donc, au milieu du monde, ce type se concentrait et a pondu quelques livres, en tout cas. C'est la légende, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est vrai, c'est le genre de type qui était comme ça. Bien que lui aimait aussi la campagne, il allait aussi écrire à la campagne. Mais, donc, je dis, le rat des villes, il n'est jamais seul. Et donc, alors, je vous posais une question préalablement, c'était comment, donc, ce que vous venez de m'expliquer quant à votre vision de la société, votre vision de l'homme et de l'humanité, comment ça s'est inséré ou concrétisé depuis 50 ans, à la fois concrètement et dans ce projet qui est celui d'un prêtre aussi, j'imagine, avec une population où l'on trouvait quand même des Belges, des Italiens, des Espagnols, et puis les musulmans sont arrivés. Donc comment vous avez vécu cette évolution sociale, mais aussi du point de vue de la religion? Parce que je sais que vous êtes beaucoup occupé des jeunes pendant votre vie. Et ben justement, ces jeunes sont peut-être plus tout à fait les jeunes il y a 50 ans, pas seulement parce que leur caractère a changé, mais parce qu'ils ont une culture qui est peut-être pas tout à fait la même qu'avant. Alors comment ça, vous avez pu réaliser des projets? Et comment ça a évolué depuis 50 ans, justement? Là, on n'est plus dans la même société, et puis votre, entre guillemets, votre public, c'est pas votre public, mais je dirais les gens du quartier sont plus tout à fait, les jeunes du quartier sont plus tout à fait les mêmes. Alors comment vous avez pu, justement, évoluer par rapport ou vous adapter par rapport à cette société qui évolue, chez les jeunes en particulier? Mais je n'ai pas dû m'adapter parce que fondamentalement, je tiens au fait du rat des villes, oui, qui est nombreux et qui est les uns à côté des autres, mais qui peut devenir les uns avec les autres. Donc j'ai toujours, ce que j'ai fait, c'est de fonder des groupes. Des groupes autonomes, pas pas un holding. Je ne suis pas Lehman Brothers, donc je ne suis pas du tout. Bon. Personne ne se posait la question d'ailleurs avant le début de l'émission. Mais mettre les gens en contact les uns avec les autres et leur demander alors, donc pour les jeunes, c'est simple depuis toujours, je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire. Oui. Me dit un type, je veux faire la route
66 aux États-Unis. C'est la route qui court à travers tous les États-Unis, une petite route. C'est pas une autoroute, donc paraît-il. Enfin, moi, je ne l'ai pas faite. Mais ils avaient vu ça sans doute à la télé ou quelque chose comme ça. Ben, j'ai dit, aucun problème, hein, donc on peut faire ça. Mais maintenant, vous devez vous débrouiller pour le faire. Parce que c'est très joli de dire, je veux aller voir les États-Unis et je veux faire cette route Phillips 66, c'est ça. Phillips, c'est le nom de, je ne sais pas, enfin, cette route s'appelle ainsi. Et donc, et alors les types, je dis, premier stade, vous apprenez l'anglais, hein, donc il faut apprendre un peu l'anglais, et puis vous achetez le New York Times, et dans le Times, vous avez 200 pages tous les samedis, avec les annonces, etc. Et vous pirchez, donc on peut faire un groupe de 9 types, et alors on y va. Et donc on les suit tout le temps, pour les exciter, pour leur donner, leur dire ce qu'il faut faire, le stade suivant, etc., où il faut arriver. Alors, de ces projets, il y en a 1 sur 10 qui arrive, hein. C'est ça. Mais il arrive. Donc, j'achète 4 vieilles bagnoles, identiques. Avec les 4, on en fait une, et on fait tout le tour de la France avec la bagnole. On revend la bagnole, encore un bon prix, et voilà. Donc, ça, vous m'aviez pas parlé de camions aussi à un moment. Oui, des camions aussi. On achète 15 camions. Ça vaut la peine de. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Oui, mais. C'est l'histoire du projet, quoi. On voulait aller en Grèce, donc on s'est dit, on va faire. Ouais, ça coûte trop cher de louer un autocar, des trucs pareils, on n'a pas d'argent, donc on va acheter à la démolition 15 camions militaires. De ces 15, on en tirait 3. Et avec ces 3, on est parti en Grèce et on est revenu. Ce qui est déjà... Et tous ceux qui s'étaient partis sont revenus, c'est déjà pas si mal. Mais vous faites ça alors quoi? Vous avez des mécaniciens ou ils sortent d'une section mécanique, d'une école technique? Comment? Ah, il y en a quelques-uns qui sont... Moi, je pourrais pas, à partir de 3 camions, en faire un, hein, personnellement. Donc, il faut quand même des gens qui s'y connaissent, hein. Oui, mais enfin, si vous savez faire du mécano, vous savez faire un camion, hein. Donc, je ne parle pas de régler un moteur. Non. Ça, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Ça, il faut des gens qui s'y connaissent tout à fait. Mais alors, on va trouver un ancien qui est garagiste. On tire son plan et au bout d'une heure, il a réglé le moteur, etc. Mais on avait tout démonté, hein, d'un moteur entièrement démonté et entièrement remonté. Donc, en fait, vous avez essayé d'organiser des groupes, hein, afin d'inciter d'inciter des jeunes à se trouver un projet dans la vie à court ou à moyen terme, pour que ça serve sans doute de modèle pour un projet à long terme, enfin je ne sais pas. Mais si, le projet à long terme, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, c'est ça. Hein? Ça, c'est la lutte contre la pauvreté. La pauvreté vient du fait qu'on est dépendant. Voilà. On est dépendant de la RTBF, on est dépendant de RTL, on est dépendant de tout ce que vous voulez. Vous êtes sur une radio libre, donc vous pouvez tout dire. Non, mais je veux dire, on est dépendant, évidemment, les uns des autres, ça c'est normal, mais certains sont plus dépendants que d'autres parce qu'ils s'imaginent qu'on leur dit la vérité, qu'à l'école, les profs ont toujours raison, etc. Et donc, bon, alors là, moi, je dis non, enfin... Il est possible qu'ils aient très souvent raison, mais il est possible aussi qu'ils se trompent. Ce sont des hommes comme nous. Donc, ils ont des opinions, sans plus. Des opinions qu'ils essayent de vous transmettre. Au moins, comme ça, vous pouvez vous situer vis-à-vis de chacun. Donc, mon idée est toujours ce que j'ai fait, que ce soit pour les enfants. Là, c'est très facile, évidemment, ils vivent un peu en boule comme ça. Ils se regroupent facilement, mais les jeunes, pas tellement facilement. Hein. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais on a toujours des projets. Donc, j'ai heureusement de temps en temps des types issus du foyer des jeunes, par exemple, qui sont des anciens du foyer des jeunes qui deviennent les responsables. C'est ça. Après
une dizaine d'années, ils deviennent responsables à leur tour et ils sont élevés et ils pensent d'eux-mêmes à toujours veiller à l'autonomie des groupes, pas des personnes. L'autonomie des groupes, la liberté, eleftheria. En grec, c'est une liberté, c'est pas du tout ce que nous entendons, faire ce que je veux, quand je veux et où je veux, c'est pas ça, eleftheria. Eleftheria, c'est le groupe qui se construit et qui trouve la liberté dans la liberté des autres. Oui, c'est une liberté collective, on est bien d'accord. Ah oui, mais sans ça, il n'y a pas de liberté, hein. Parce que tout, bon, enfin, je vais commencer à philosopher, mais je veux dire, moi j'ai choisi ça, oui. Dans la lutte, c'est le truc le plus utile. Et donc ce système appliqué permet à chacun de se situer. C'est ça, c'est ça. Et par exemple, pourquoi est-ce que on a fait tant d'ASBL? J'ai fabriqué, je ne sais pas combien d'ASBL pour et vous avez eu des soutiens de la population ou des deals ou comment vous parvenez parce qu'il faut quand même des fonds à certains moments et comment avez-vous fait écoutez, parce qu'il en faut un petit peu quand même dans certains cas, donc on ne peut pas dire il suffit pas d'avoir les idées, il faut parfois non, mais alors comment vous avez, c'est vers quel type de ressources que vous avez pu attirer à vous, vous avez rencontré toujours le problème, heureusement qu'il y a une communauté chrétienne, alors les croyants sont sensibles à la situation des autres. C'est par ce biais-là. Et certains même sont des types que je connais depuis toujours, donc sont des types bien nantis et qui savent qu'il faut aider les autres, sinon ça n'a pas de sens la vie. C'est ça. Et donc qui me filent ce qui est utile. Avec plus ou moins de difficultés. Maintenant, pour le moment, c'est devenu très difficile parce que, évidemment, l'IPEN s'est passé par là. Hein, donc, pour beaucoup de familles qui avaient confiance dans la Société Générale et qui faisaient confiance, ont perdu tout leur argent. Hein, donc, c'est ça. Et ça, justement, c'était des donateurs sérieux, des types qui savaient ce qu'ils pouvaient donner, etc. C'était pas des coups de tête, ou bien Bill Gates, qui donne la moitié de sa fortune. J'ai entendu ce qui est bien, d'ailleurs, très très bien, je le félicite. Mais malheureusement, si on veut lutter contre la pauvreté, on n'est pas pauvre parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent parce qu'on est pauvre. La pauvreté précède largement le fait qu'on soit seul, par exemple. Dans la société actuelle, vous êtes foutu. C'est ce que savent très très bien nos dirigeants. Donc, ils vont essayer de casser. Et alors, je voudrais vous interroger aussi, parce que le temps avance, et je voudrais pas vous retenir trop longtemps, sur un autre aspect de combat dans votre vie. On vous a vu, je ne sais plus, quelques années, me semble-t-il, c'était la télévision par rapport à des projets immobiliers, je crois, dans le quartier. Est-ce que vous pourriez en dire un petit mot quand même, parce que vous avez... Ah oui, on a mené une action, c'est la bataille de la Marolles. Expliquez un petit peu ça, parce que je crois que nos auditeurs ne sont pas tous au courant, et ça vaut la peine d'expliquer. Mais j'ai expliqué qu'on vivait, disons, dans des taudis, entre guillemets. Hein, parce qu'il y a des aspects taudis qui sont bien pires aujourd'hui, hein. Mais donc, à ce moment-là, c'était physiquement le plafond qui tombait sur le vieux. Et enfin, c'était des trucs, l'eau qui coulait des murs, l'absence totale de points de WC, toilettes, de trucs pareils. Bon. Alors, on a vraiment renouvelé la Marolles. Donc, c'est 2,5 hectares. Qui a été rénové et on a créé 250 appartements et où maintenant ça doit être plus, on doit être à 350 nouveaux appartements tout à fait bons. Des logements sociaux. Donc. Logements sociaux. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas moi qui ai fait ça, hein, donc, non. Mais moi je suis le tracker, si vous voulez. C'est ça. Dans n'importe quel groupe, il faut un tracker. Il faut quelqu'un qui soit derrière
C'est ça. Et derrière ou devant, enfin. Bon, Oui. très clair, Bien c'est sûr. plutôt devant, Bien sûr. enfin, Bien bon. sûr. Parce que dans l'esprit d'un certain nombre de gens, on a quand même, et c'est peut-être, je crois, quand même une certaine réalité, on a l'impression qu'il y a quand même une bonne partie de la rue Haute, etc., qui est devenue de plus en plus un quartier presque de bobos. Enfin, il y a une partie, en tout cas. Est-ce que vous pouvez... Oui, parce que c'est vrai, hein, il y a... moi, je ne suis... J'ai pas votre âge, mais enfin, j'ai vu quand même évoluer un petit peu ce quartier. Maintenant, on va dans des tas de restaurants, etc. Bon, c'est très bien, d'ailleurs. Hein. Oui, il y a je vois tout que comme restaurant. Oui, il y a de tout, hein, il y a de tout. Oui, Mais oui. c'est vrai que c'est un quartier qui est un peu branché aussi, hein, je dois dire. Non. Oui, Enfin, pas évidemment, ça dépend. Hein. oui. C'est vrai qu'il y a deux parties, hein, si je Faut peux dire. vous Hein, dire, moi, je vois qu'il y a deux tonus parties. est Hein. populaire. Le tonus est Et puis populaire. là-dessus arrivent des bobos. C'est ça. Alors il y a le bobo qui aime l'atmo populaire, comme mon père aimait. Oui, oui. On vivait rue Gré. Oui, c'est ça. Avec tout le grouillement de monde, C'est ça, etc. c'est ça. Donc, Oui. c'est vous dire, moi je ne sais pas vivre dans un quartier chic. Oui, bien sûr. Je m'ennuie tout de suite. Donc, C'est ça. je trouve ça froid et triste. Oui. Tandis que dans les quartiers populaires, il y a toujours quelque chose qui Il y a se une passe. animation, oui, bien sûr. Il y a une de la animation vie. Et puis le fait perpétuelle. que 50% des habitants sont des jeunes de moins de Bah 20 ouais, ans, donc, rien que ça- ça fait rien qu'ils que sont, ça, oui. ils sont quand même plus dehors C'est que d'être, oui. des gens plus âgés, ça c'est sûr, oui. C'est ça. Mais voilà, Oui, donc... Et alors encore un petit mot concernant les sans-papiers, parce que je sais que vous en êtes occupé aussi un peu, enfin un peu beaucoup. Oui, là, il Il va- faudrait les aider. Hein. Donc, Oui. on a, j'aide de l'extérieur. Je suis présent à un groupe d'une centaine, plus de 100 personnes, 23 familles, 50 enfants qui sont au Jésus. Donc, l'ancien Au bâtiment, oui, en face du Botanique, hein, Oui. rue Traversière, numéro 2. Et là, ils sont très bien, mais ce bâtiment est en ruine. Heureusement, le bâtiment ancien est très bien construit, solide comme pas possible, mais seulement l'eau, le gaz, l'électricité, tout ça, il y a peu, disons peu, très peu, et on va devoir... on a risqué d'être expulsé, on risque tout le temps d'être expulsé, puisque nous sommes des squatters. On n'est pas des mauvais pour autant, hein, donc on est reçu partout. Quand on demande un rendez-vous à M. de Manet, il est toujours prêt à nous accorder un rendez-vous immédiatement, etc., pour essayer de diminuer l'exclusion. Mais évidemment, il y a des limites, et notamment le propriétaire de ce terrain, de ces bâtiments, celui qui a acheté aux Jésuites, celui-là maintenant avait un projet d'un hôtel 5 étoiles avec jacuzzi, enfin je sais pas tout quoi, moi des trucs de grand luxe quoi. Oui. Et ce projet, le Conseil d'État l'a écarté définitivement, pas question. Donc on a alors un répit s'il nous laisse là, et jusqu'ici il avait l'air de vouloir nous laisser là. Et ces sans-papiers sont de quelle origine? Ah là c'est le monde entier. Ah, c'est le monde entier. C'est ça. vraiment le monde entier. D'ailleurs Oui. c'est l'évolution, C'est pas je n'ai des pas Afghans, terminé. des Iraniens ou des... Oui, c'est ça, oui. c'est tout ce qu'on veut. Moi à l'église j'ai déjà Oui. recueilli les types pendant des mois Oui, qui c'est ça. ont logé là, et puis il y a des types qui ont organisé des grèves de la faim à l'église, et ça c'est en fonction des conflits. Hein. C'est ça. Dès qu'il y a un conflit, il y a des types qui font la grève de la faim pour obtenir Oui. la fin du conflit, mais ça, je Oui. trouve, enfin, moi je suis pas d'accord avec ça, mais Non, enfin, non, d'accord. comme ils ne savaient pas où aller, ils venaient chez moi. Enfin. C'est ça. Bon, mais maintenant on est au Jésus, là. Je pense, j'ose dire que j'ai une confiance inébranlable dans le Seigneur qui veille sur notre misérable groupe que nous formons, qui est plein de tensions, mais qui est là, et qui est là depuis maintenant presque 2 ans, hein, que nous sommes en squat, d'abord au Square Maurichard, puis on a dû partir de là. C'est ça. On est allé rue de Stassard, où nous avons été reçus par la firme de Lens, Monsieur de Lens,
voulait mettre à notre disposition des bureaux, puis il avait besoin des bureaux. Et vous avez été aussi, quoi, pas aussi boulevard de Waterloo, là, où il y a l'église aussi? Oui, au 103, oui. Oui, Et on a commencé là, oui, ça. Pour vous donner une idée Oui. de l'urgence dans laquelle vivent un certain nombre de concitoyens, pour finir. Oui. On est rentré au 103 boulevard de Waterloo. Hein. On a fait ça officiellement devant les journalistes et compagnie. On a ouvert la porte, on est rentré et on s'est dit bon, espérons que ça marche parce que on avait là une dizaine de familles, papa, maman, les enfants, enfin, qui sont rentrés. À 5 heures du soir, quand je vous dis une dizaine de familles, c'était à 10 heures du matin, à 5 heures, à 17 heures, il y avait 250 personnes là à l'intérieur. Alors nous avons été foutus dehors par l'église de Scientologie, bien entendu, et bon... Qui eux ont des moyens, je crois. D'après ce qu'on peut voir. On dirait qu'ils ont des moyens. Oui. Mais voilà, donc... ça, c'est l'évolution. Rue Haute, quand je suis venu, il y avait une nationalité majoritaire, c'était les Belges. Aujourd'hui, il y a 98 nationalités rue Haute. Et là-dedans, vous trouvez la terre entière. Hein, des Abkhazes, des trucs dont j'ignorais l'existence. Oui. Oui. Ça va. Eh bien, je vous remercie parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais il est très difficile d'épuiser, évidemment, un demi-siècle de travail avec nos frères humains, forme le tout. Et donc, j'ai essayé avec vous de faire, pour que nos auditeurs voient un petit peu quelle est l'ampleur des problèmes et dans quelle voie vous vous êtes engagé, essentiellement, je dirais, en essayant de permettre à ces jeunes d'accéder à l'autonomie par le biais de projets, et effectivement, c'est cette émancipation qui leur permet alors de se rendre autonome dans la vie et de pouvoir, se libérer de certaines contraintes liées au contexte presque idéologique.